présentation, en fait, je suis journaliste d'investigation depuis une vingtaine d'années. Et là, je vais parler de la contrefaçon de médicaments, mon travail dans ce domaine, ainsi que mon expérience en Afrique, comme vous pouvez le voir dans le chat, et, euh, et mon engagement dans le domaine des nouvelles technologies. Il y a du vocabulaire intéressant et je suis assez passionné par mon sujet, ça me tient à cœur. Tout est inspiré de faits réels, bien évidemment, donc c'est possible que j'accélère à certains moments. Et bonne chance à tous, en fait. Euh, voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin, diplômé en journalisme d'investigation depuis juin 2002. En décembre 2002, j'ai reçu un appel téléphonique de la part de Jules, un pharmacologue, qui m'a raconté que beaucoup de ses patients se plaignaient d'être passés à un médicament générique. Ils se plaignaient d'effets secondaires indésirables et même parfois de rechutes. Le pharmacologue, Jules, a rapporté ces plaintes à l'AEM. Sauf que la réaction des professionnels a été de dire c'était probablement psychosomatique, les patients n'aiment pas voir l'emballage de leurs médicaments changer. Jules est resté sceptique et comme j'étais journaliste d'investigation, c'est moi qui l'a appelé pour mener l'enquête. Il m'a posé une question que j'ai gardée en tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces médicaments? J'ai passé les 10 ans qui ont suivi à chercher la réponse. Notre système de santé a recours au générique. Ma famille a recours au générique. Mais après 10 ans d'enquête, 180 interviews avec des professionnels de la santé, des patients, des milliers de documents confidentiels en revue, j'ai réalisé une chose. Un nombre considérable de producteurs de pays tiers exportent des pays tiers des médicaments non conformes et les font passer pour des génériques valides. Le but? Le profit, bien évidemment. Ils se moquent délibérément de la régulation et des normes internationales. En bref, ils commettent de la fraude. Et ce faisant, ils mettent en jeu la vie de milliers de patients. Mais une entreprise indienne a déjà fermé à cause de cette activité criminelle. Et je me suis logiquement posé la question, est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'elle est unique? Ou est-ce que c'est juste la partie visible de l'iceberg? Ce que j'ai découvert par la suite est une vérité qui dérange. Toute personne prenant des médicaments génériques a toutes les raisons de s'inquiéter. Et si vous êtes sceptique, vous avez le droit. L'invention des génériques est effectivement une des plus belles innovations dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, 90% de nos médicaments sont génériques. Et je sais que certains génériques ont sauvé la vie de patients testés positifs au VIH, notamment en Afrique. Et dans le marché surévalué des médicaments, les génériques sont un outsider plus que bienvenu. J'avais commencé mes recherches avec la supposition suivante. Les médicaments encadrés par la loi et par des normes européennes, par exemple, sont forcément sûrs. Ceci est juste si les entreprises suivent les règles attribuées à leur secteur. Mais en menant l'enquête dans les usines de production, j'ai découvert la réalité. Alors que j'ai commencé mon enquête avec le cadre juridique, un élément m'a sauté aux yeux. L'AEM ne valide pas les candidatures de producteurs tiers en testant les produits elles-mêmes. À la place, elle accepte simplement les données fournies par les entreprises. C'est le directeur de l'AEM lui-même qui m'a donné cette information. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais de quoi? L'AEM fait confiance aux entreprises dont le seul but est de faire du profit. On est au retour du système féodal. J'ai donc commencé à écrire des articles sur le sujet. J'ai travaillé avec des dizaines de docteurs. Et après les recherches complémentaires, j'ai découvert que plus de 50% des médicaments, génériques ou pas, sont produits par des pays tiers, notamment en Inde et en Chine. L'entreprise indienne Ranbaxy
est le fournisseur de médicaments qui a enregistré la plus forte croissance de son secteur pendant 5 ans à l'époque. Et c'est le premier exportateur de médicaments aux États-Unis. Un lanceur d'alerte a dévoilé des documents confidentiels et incriminants à l'administration fédérale des médicaments aux États-Unis. Et je m'en suis procuré une copie. Substitution d'ingrédients non autorisés, invention de procédures opérationnelles, contrefaçon d'études de stabilité, dont 60 ont été générées le même jour. C'était une grosse manigance. En 2010, Ranbaxy a nommé un nouveau directeur du développement qui s'appelait Sean. Sean avait ses doutes sur les pratiques de l'entreprise et a donc embauché un jeune ingénieur pour étudier le domaine des analyses de conformité des médicaments. Ranbaxy avait falsifié des données de plus de 200 produits dans plus de 40 pays dans le monde. Sean a transféré les résultats à son supérieur, sauf qu'en conséquence, le comité a ordonné la destruction des fichiers et de l'ordinateur sur lequel les recherches avaient été faites. Puis ils ont licencié Sean. Sean s'est retourné contre Ranbaxy et après 8 ans de procédure judiciaire, Ranbaxy a dû plaider coupable pour 7 crimes différents. Je vous parle du monde entier, mais pas la peine de vous faire un dessin. Vous êtes tous concernés, vous êtes tous éduqués, et je vais vous raconter une histoire très personnelle. Quand j'avais 12 ans, j'ai perdu mon grand frère d'une leucémie. Il avait 14 ans. Je suis entré dans une dépression qui présente aujourd'hui encore des séquelles. Je présente des symptômes d'amnésie partielle, car mon cerveau a décidé de supprimer une partie de mes souvenirs pour que j'arrête de souffrir. Aujourd'hui, mon père se bat contre la même maladie. Cela fait déjà 15 ans. Je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que l'hématologue prescrit les bonnes pilules? J'ai encore 4 frères et sœurs. Imaginez l'effet destructeur que cela aurait sur notre famille si le décès d'un de nous était causé par la négligence des agences internationales de contrôle, en lesquelles nous devrions normalement avoir confiance. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est l'ignorance de la majorité de la population. J'estime qu'au moins 90% des Français ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Personnellement, je suis un grand écologiste dans la tête, mais après plus de 10 années de travail sur la contrefaçon des médicaments, j'ai déménagé au Sénégal pour changer d'air et je dois avouer que je n'y suis pas allé en rameur. J'ai vécu au Sénégal pendant 6 mois. Et nous en sommes à la moitié du discours. Je vous invite donc à faire ce que vous avez à faire. J'ai vécu au Sénégal pendant 6 mois. Je pensais rester encore plus longtemps, mais vous allez comprendre que j'avais mes raisons de rentrer. Ce qui m'a motivé à partir, c'est que plusieurs de mes collègues journalistes étaient basés à Dakar. Étant d'origine sénégalaise, togolaise, namibienne et nigériane, ils avaient une bonne connaissance de la lutte contre la corruption et le terrorisme dans les pays de la CEDEAO. Cela faisait des années qu'ils m'invitaient à m'installer chez eux pour apporter mon expertise et mon expérience dans leur ville. J'avais toujours voulu découvrir au moins un pays africain et je me suis dit que quelques mois et plus si affinité serait un excellent moyen de m'intégrer correctement comme on aime le faire quand on déménage dans une nouvelle ville. Peut-être que vous voyez que je souris alors que je parle d'intégration dans un pays d'Afrique noire peuplé à 95% de musulmans. C'était mon premier séjour au Sénégal et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et pour être honnête, une des seules choses qui s'est confirmée une fois sur place, c'est que mon diplôme européen a été apprécié à une valeur que je n'avais jamais soupçonnée auparavant, me rappelant au passage l'éducation systématique que j'ai su si peu apprécier pendant mon enfance. Et mes collègues et moi avons beaucoup plaisanté sur la supposition que, depuis mon arrivée, la fuite des cerveaux était enfin inversée.
Et comme tout nouvel arrivant, j'avais des idées reçues sur le pays. Le Sénégal, troisième pays le plus riche d'Afrique, la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et comme tout nouvel arrivant, j'ai été confronté à la réalité. J'ai entre autres découvert que beaucoup de personnes n'avaient tout simplement pas de logement. Je ne savais pas qu'environ 80% des contrats dans la CEDEAO étaient informels. J'ai donc travaillé en tant que journaliste indépendant, avec comme seul garant de paiement mes collègues, mes amis. Et en tant que jeune Européen occidental, blanc, j'ai réservé un Airbnb au centre-ville et j'ai eu la chance de tomber avec le fils de l'ambassadeur du Mali, Samuel. Sam m'a fait visiter la ville et les villages aux alentours. J'ai pu nettoyer mon linge dans la bassine à linge, dans le bac à lessive familial, et il m'a même prêté le 4x4 de son père pour me rendre sur les lieux de mes enquêtes. Une des choses qui m'ont le plus frappé est la pauvreté. En tant que Français, on s'attend toujours de moi à ce que je paye le restaurant, le taxi, le café, et même des enfants ne sachant même pas encore parler me couraient derrière dans la rue pour récupérer ma monnaie. Bien sûr, j'ai rencontré d'autres expats. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Parce que ces expats avaient presque tous une maison avec un jardin au centre-ville, avec au moins une autre propriété à la campagne, ou en l'occurrence dans un village du désert, en bord de mer, ou dans la région plus tempérée du Sénégal, la Casamance. Et quand je leur demandais ce qu'ils faisaient là, ils m'ont dit, je profite, comme si les inégalités extrêmes situées sous leurs yeux ne les touchaient pas. Mon malaise a atteint un summum lorsque j'ai vu les Dakarois faire la queue derrière un camion-citerne pour s'approvisionner en eau. Car oui, l'ambassadeur du Mali m'a expliqué que le manque d'eau n'était pas dû à la sécheresse pendant l'été, mais plutôt aux entreprises privées d'approvisionnement, entreprises françaises, américaines et chinoises, qui coupent le robinet tous les étés pour mettre la pression sur les gouvernements. Je n'ai pas eu l'eau courante pendant 30 jours, mais je pouvais acheter de l'eau minérale dans l'épicerie en bas de chez moi. Quand je voyais ces citoyens sénégalais faire la queue gentiment, sans aucun énervement, sans aucune envie de révolution, j'avais un haut le cœur. Et ma situation ce n'est pas arrangée quand mon colocataire m'a raconté que cette eau distribuée en camion-citerne était en fait l'eau de la piscine municipale. D'où le fait qu'elle fermait tous les étés. Et encore moins lorsqu'il m'a dit que les camions-citernes étaient en fait des transporteurs de carburant réaffectés. Je vous le donne en mille, je ne suis pas resté au Sénégal. Je ne suis pas de ceux qui veulent profiter. Après quelques mois, je me suis remis en chemin et je me suis réinstallé sur le vieux continent. Ce n'est pas sans arrière-pensée que je vous raconte cet épisode de ma vie, bien évidemment. Ce discours, sous ses airs autobiographiques, a une ligne directrice que vous avez sûrement déjà repérée. Les grandes entreprises sont les maîtres du monde. Et si vous vous dites, ouais, il est français, il veut faire la révolution, c'est normal, pas de souci, laissez-le. Les grandes entreprises sont les maîtres du monde. Que faire? Les entreprises contrôlent votre vie. Pour ce qui est du respect de la vie privée, Facebook est un cas d'école. Tandis que l'entreprise a vu le jour en 2004, le RGPD n'a été appliqué qu'à partir de 2018, 14 ans après. Je ne vais pas m'étaler sur les géants du numérique ni sur les comparaisons avec le monde non occidental qui ne seraient pas pertinentes. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'agir et qu'il faut arrêter d'attendre que cela vienne de l'extérieur. Créé en 2012, et je vous laisse rentrer chez vous avec cet exemple en tête. En 2012, des collègues et moi-même avons créé le réseau Optique. À la tête de ce réseau se trouvent des chercheurs, des penseurs, des entrepreneurs, ainsi que mon collègue et ami Eric Salobir. Notre pari est de bâtir une société plus respectueuse de chacun, à condition d'en appréhender la condition éthique et d'en évaluer l'impact réel, notamment dans le secteur de l'IA,
qui enregistre actuellement une croissance exponentielle à Berlin et dans d'autres métropoles mondiales. Pour ce faire, nous rappelons à toutes les parties prenantes de ces développements que l'humain est le seul pouvant être tenu responsable des actions des machines. Par exemple, si une voiture autonome choisit de tuer ses passagers en les envoyant dans un mur, plutôt que de tuer les deux petits-enfants qui ont traversé sans prendre garde, ce n'est pas la voiture qu'il faut envoyer en prison. Logique. Nous sommes en contact permanent avec des présidents, premiers ministres, secrétaires d'État chargés du numérique, dans près de 10 pays, et nous avons des bureaux à Berlin, San Francisco, Paris, Montréal, Genève, Rome, Oxford, Boston, et notre prochaine base, encore en élaboration, se trouve à Toronto. Notre expertise est vraiment prise en compte pour un monde meilleur. Et vous savez quoi? Tout est parti de l'appel téléphonique de Jules, le pharmacologue. Et vous savez quoi? Il n'a fallu qu'une poignée d'entre nous pour kickstarter notre réseau. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous pouvez le faire. Merci Martin.